Ma belle-mère m'a giflé si fort que j'ai failli tomber, sa fille m'a craché au visage et son frère filmait en riant, certain que mon mari était à l'autre bout du monde. Mais quand il a ouvert la porte, un seul mot de sa part a pétrifié toute la famille. Je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans, et jusqu'à hier soir, je pensais que mon mari, Adrien, était encore en mission à des milliers de kilomètres. Jusqu'à hier soir, je croyais encore que les tensions avec ma belle famille n'étaient que de malheureux malentendus. Mais hier soir, le vernis a craqué. Ma belle-mère, Geneviève, m'a giflé si fort que ma tête a heurté le mur. Ma belle-sœur, Chloé, m'a craché au visage pendant que mon beau-frère, Thibaut, filmait toute la scène en riant aux éclats. Ils étaient tous persuadés que leur crime resterait impuni, un secret bien gardé entre les murs de leur luxueuse villa d'Aix-en-Provence. Ils pensaient que j'étais seule, sans défense, et que mon mari, leur précieux fils et frère, ne le saurait jamais. Ils avaient tort. Terriblement tort. Car dans leur arrogance, ils n'ont pas entendu le son de la poignée de porte qui s'abaissait doucement. Ils n'ont pas vu l'ombre qui s'est dessinée dans l'encadrement. Quand la porte s'est ouverte, un seul mot, prononcé d'une voix glaciale qu'ils connaissaient si bien, a pétrifié toute la famille et a transformé leur triomphe en pure terreur. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand cette porte s'est ouverte et que leur pire cauchemar est entré, si vous voulez connaître la saveur de la justice, alors installez-vous confortablement. Avant de plonger dans les détails sordides de cette nuit qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais me sentir un peu moins seul en vous racontant mon histoire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une trahison familiale, d'une manipulation psychologique perverse, et d'une vengeance aussi inattendue que dévastatrice. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, à cette explosion de haine, il faut que je vous raconte tout depuis le début. Il faut que vous compreniez comment mon amour pour Adrien est né, et comment, dès le premier jour, sa famille a décidé que je n'étais pas digne d'entrer dans leur monde. Tout a commencé il y a 5 ans. Je menais une vie simple et heureuse à Carpentras, une petite ville charmante du Vaucluse. J'étais, et je suis toujours, institutrice en école primaire. Mon travail n'est pas prestigieux, mon salaire est modeste, mais la joie que je ressens dans les yeux des enfants que j'aide à grandir n'a pas de prix. C'est ma vocation, ma fierté. Un samedi d'été, ma vieille Twingo a décidé de rendre l'âme sur une petite route de campagne, alors que je me rendais à un festival du vin à Avignon avec des amis. La fumée s'échappait du capot, et moi, totalement novice en mécanique, je me sentais complètement désemparée. C'est là qu'il est apparu. Un Land Rover s'est garé derrière moi, et un homme en est descendu. Il était grand, avec un sourire rassurant et des yeux qui pétillaient d'intelligence. C'était Adrien. Il n'a pas hésité une seconde. En moins d'une heure, les mains pleines de cambouis mais le sourire toujours aux lèvres, il avait réussi à faire redémarrer ma voiture. Il ne m'a pas seulement dépanné, il m'a charmé par sa gentillesse, son calme et son assurance tranquille. Nous avons échangé nos numéros, et notre histoire d'amour a commencé comme une évidence. Adrien était capitaine dans les forces spéciales. Un homme de devoir, un héros discret qui avait vu des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Mais avec moi, il était juste Adrien. Tendre, drôle, attentionné. Nous partagions un amour pour les choses simples, les randonnées dans le Luberon, les marchés provençaux, les soirées passées à refaire le monde. Auprès de lui, je me sentais en sécurité, aimée pour ce que j'étais. Après un an d'un bonheur sans nuages, il a décidé qu'il était temps de me présenter à sa famille. J'étais nerveuse, bien sûr. Il m'avait prévenu, sa famille, les de Courcy, était différente. Ils sont un peu vieux jeu, très attachés à leur nom et à leur statut, m'avait-il dit. Je ne m'attendais pas à un comité d'accueil chaleureux, mais je n'étais pas préparée au mur de glace que j'allais affronter. Leur villa à Aix-en-Provence était une forteresse de luxe et de froideur. Le marbre au sol, les tableaux de maître au mur, tout semblait crier que je n'appartenais pas à ce monde. Son père, le général Yves de Courcy, un homme à la retraite au Port-Altier, m'a serré la main comme s'il touchait un objet contaminant. Sa mère, Geneviève, une femme élégante au sourire figé qui n'atteignait jamais ses yeux, m'a toisé de la tête aux pieds, son regard s'attardant une seconde de trop sur ma robe simple mais choisie avec soin. Sa sœur, Chloé, plus jeune qu'Adrien,
m'a gratifié d'un « bonjour » à peine audible, avant de se replonger dans son téléphone. Et le Benjamin, Thibaut, m'a simplement ignoré. Le dîner fut un interrogatoire déguisé. Institutrice ? C'est « admirable », comme dévouement, avait dit Geneviève, avec une intonation qui signifiait « quelle pauvre situation ». Le général m'avait questionné sur mes origines, ma famille, comme s'il menait une enquête de sécurité. Chaque réponse que je donnais semblait confirmer leur verdict, je n'étais qu'une petite provinciale sans nom, une anomalie dans leur lignée prestigieuse. En rentrant, j'avais le cœur lourd. Adrien l'a senti. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit « Laisse-leur du temps, Élodie. Ils sont surprotecteurs depuis ma rupture difficile avec mon ex. Ils ont peur pour moi, c'est tout. » Je me suis accrochée à ses paroles, je voulais le croire. Je voulais croire que l'amour pouvait faire fondre la glace. Adrien m'a assuré qu'ils avaient juste besoin de temps. Mais ce que je ne savais pas, c'est que leur version du « temps » était une guerre d'usure silencieuse, une campagne de dénigrement psychologique conçue pour me pousser à bout. Les 4 années qui ont suivi notre mariage ont été un exercice d'équilibriste permanent. Quand Adrien était là, sa présence agissait comme un bouclier. Sa famille se contenait, se limitant à des pics subtils, des remarques déguisées en conseils. Geneviève critiquait ma façon de tenir ma maison, un peu trop bohème à son goût. Chloé me posait des questions faussement innocentes sur nos finances. Vous arrivez à vous en sortir avec un seul salaire de militaire, le vôtre ? Le général, lui, ne manquait jamais une occasion de souligner mon manque de connaissance des traditions et des codes de l'armée, me faisant sentir comme une éternelle étrangère. C'était épuisant, comme être constamment piqué par des milliers d'aiguilles invisibles. Mais le pire est arrivé il y a environ 1 an. La haine qu'il me vouait a franchi une nouvelle étape, sortant de la sphère privée pour s'attaquer à ce que j'avais de plus précieux, ma réputation professionnelle. J'ai été convoquée dans le bureau de mon directeur d'école. Il était visiblement mal à l'aise. Il m'a expliqué avoir reçu un appel anonyme. Une femme, à la voix distinguée, s'inquiétait de mon comportement en dehors de l'école, suggérant que j'avais été vue dans des situations peu compatibles avec la profession d'enseignante. C'était un mensonge complet, une calomnie pure et simple. Mon directeur, qui me connaissait bien, n'y a pas cru une seconde, mais il était obligé de m'en parler. En sortant de son bureau, j'ai eu la nausée. Je savais d'où venait cet appel. Je ne pouvais pas le prouver, mais je sentais la signature de Chloé ou de Geneviève derrière cette cruauté. C'était leur façon de me dire « Nous pouvons te détruire, même dans ton propre monde. » Dites-moi, vous qui m'écoutez, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous confronté votre belle famille sans aucune preuve, au risque de passer pour une paranoïaque ? Ou auriez-vous encaissé en silence, en espérant que cela s'arrête ? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop patiente. Quand Adrien a reçu son ordre de mission pour 9 mois, mon cœur s'est serré. 9 mois sans mon bouclier. La veille de son départ, il m'a serré fort contre lui. Sois forte, mon amour. Ignore-les. Ne les laisse pas t'atteindre. Promets-le-moi. J'ai promis, mais je tremblais. Les premiers mois furent calmes. Je me suis plongée dans mon travail, j'ai évité tout contact avec les de Courcy, me contentant d'envoyer des messages polis pour les anniversaires. Et puis, la semaine dernière, le téléphone a sonné. C'était Geneviève. Sa voix était méconnaissable, mielleuse, presque affectueuse. « Élodie, ma chérie, comment vas-tu ? Tu nous manques beaucoup, tu sais. Ton beau-père et moi, nous parlions justement de toi. Nous avons été si distants, et nous le regrettons. Adrien nous manque, et tu es la seule chose qui nous reste de lui ici. S'il te plaît, viens dîner vendredi soir. Juste nous 4. J'aimerais tellement me rattraper. » Chaque mot sonnait faux, mais une partie de moi, épuisée par cette guerre froide, voulait y croire. En tant qu'institutrice, je suis programmée pour chercher le meilleur chez les gens, pour croire en la rédemption. J'ai pensé que peut-être, l'absence d'Adrien leur avait fait réaliser l'importance de la famille. J'ai accepté. Elle semblait si sincère que j'ai mis de côté toutes mes craintes. Je suis allée à ce dîner avec un cœur ouvert, prête à construire un pont. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà préparé la dynamite pour le faire exploser.
J'ai passé les jours suivants à préparer cette soirée de réconciliation. Je voulais leur montrer ma bonne volonté, leur prouver qu'ils se trompaient sur moi. J'ai choisi ma tenue avec soin, une robe sobre mais élégante qu'Adrien aimait beaucoup. Et j'ai cherché le cadeau parfait. J'ai finalement opté pour un cadre photo numérique haut de gamme, que j'ai rempli avec des dizaines de photos d'Adrien, des photos de lui en uniforme, bien sûr, mais aussi des photos de nous deux, heureux, complices, pendant nos vacances. Je pensais que voir leur fils si épanoui à mes côtés pourrait enfin toucher leur cœur. En conduisant vers leur villa, je me répétais les mots d'Adrien, laisse-leur du temps. Peut-être que ce temps était enfin écoulé. Une boule d'anxiété se formait dans mon estomac, mais je la repoussais, m'accrochant à l'espoir fragile d'une trêve. Geneviève m'a ouvert la porte avec son sourire de façade habituel. Élodie, entre, nous t'attendions. Elle a pris le paquet cadeau que je lui tendais. Oh, tu n'aurais pas dû, a-t-elle dit d'un ton qui signifiait, j'espère que ce n'est pas quelque chose de mauvais goût. Elle l'a posé sur une console dans l'entrée, sans même un regard, comme on se débarrasse d'un objet encombrant. Le premier coup de poignard. La soirée a commencé dans une ambiance faussement cordiale. Nous nous sommes installés dans la salle à manger, sous le lustre en cristal qui semblait me juger de toute sa hauteur. Le général m'a servi du vin en me demandant si mon palais était habitué à ce genre de cru. Chloé, vêtue d'une robe de créateur qui devait coûter plus que mon salaire mensuel, a commenté ma tenue, cette couleur est simple. C'est rafraîchissant. Chaque mot était une insulte déguisée. Le dîner était une version encore plus cruelle du premier interrogatoire que j'avais subi des années auparavant. Mais cette fois, ils étaient plus directs, enhardis par l'absence d'Adrien. Alors, Élodie, comment se porte ta mère? Toujours dans son pavillon, a demandé Geneviève, le mot pavillon prononcé avec un dédain à peine voilé. Et tes prêts étudiants? Tu as enfin fini de les rembourser, a enchaîné Chloé, avec un grand sourire. Le général a porté le coup de grâce. Dites-moi, jeune femme. Financièrement, comment envisagez-vous l'avenir? La carrière d'un officier est longue, mais la solde n'est pas extensible. J'espère que vous avez un plan solide et que vous ne comptez pas uniquement sur les revenus de mon fils. Je sentais le sang monter à mes joues. C'était une attaque frontale, une accusation à peine masquée. Je suis restée digne. J'ai répondu poliment à chaque question, défendant ma mère, expliquant que j'étais fière de mon indépendance financière. J'ai essayé de changer de sujet, de parler d'Adrien. Il m'a dit dans son dernier appel que son unité faisait un travail formidable avec les populations locales. Ah oui, m'a coupé Geneviève. Il nous a envoyé un email très détaillé à ce sujet. Je suis surprise qu'il ne t'en ait pas parlé. L'insinuation était claire, il se confiait plus à eux qu'à moi. C'est à ce moment-là que mon téléphone, posé dans mon sac, a vibré. En temps normal, je l'aurais ignoré. Mais avec Adrien en mission, chaque vibration pouvait être un appel de lui, peut-être d'un numéro inconnu. C'était notre règle. Je devais toujours répondre. Excusez-moi un instant, ai-je dit en me levant. C'est peut-être Adrien. Le regard que Geneviève m'a lancé était glacial. Mais elle a hoché la tête. Fais vite. Je suis sortie dans le couloir, le cœur battant. Ce n'était pas Adrien. C'était une collègue. J'ai rapidement mis fin à la conversation. Alors que je m'apprêtais à retourner dans la salle à manger, j'ai entendu mon nom, prononcé à voix basse. Je me suis figée, collée au mur dans la pénombre du couloir. Les mots que j'ai entendus ensuite ont fait voler en éclats le peu d'espoir qui me restait. La voix de Chloé, aiguë et pleine de mépris, a transpercé le silence. Franchement, elle y croit. Elle pense vraiment qu'elle fait partie de la famille avec sa petite robe et son cadeau ridicule. Un rire sec de Thibaut a suivi. La croqueuse de diamants s'accroche. Pathétique. Baisser la voix, a chuchoté Geneviève, mais sans grande conviction. Elle pourrait entendre. Mais Thibaut a raison. Elle est tenace. Regardez son timing, elle a réussi à lui mettre le grappin dessus juste avant sa promotion et l'augmentation de solde qui allait avec. Ce n'est pas une coïncidence. Le sang s'est glacé dans mes veines. Croqueuse de diamants. C'est donc comme ça qu'il me voyait. Une profiteuse, une manipulatrice.
Chaque souvenir heureux avec Adrien était soudainement sali par leur venin. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. La voix grave du général s'est alors élevée, calme et autoritaire. Cette situation a assez duré. Quand Adrien rentrera, il faudra lui ouvrir les yeux. Une conversation franche, d'homme à homme. On lui présentera les faits. J'ai demandé à notre avocat de préparer un dossier sur les avantages d'un contrat de mariage, a posteriori. Pour protéger le patrimoine familial. J'ai mieux que ça, papa, a dit Thibaut, sa voix jubilatoire. Je suis en train de compiler un petit dossier sur notre chère Élodie. Son passé, ses dettes, les finances de sa famille. J'ai même engagé quelqu'un pour surveiller ses allées et venues pendant qu'Adrien n'est pas là. On trouvera bien quelque chose. Une petite erreur de sa part. Et Adrien nous remerciera de l'avoir sauvé de cette erreur de jeunesse. J'ai dû retenir un cri. Ils n'étaient pas seulement méprisants. Ils étaient diaboliques. Ils complotaient activement pour détruire mon mariage, pour me salir, pour m'effacer de la vie d'Adrien. Une vague de nausées m'a submergée. Mon premier instinct a été de prendre mon sac et de fuir. De courir loin de cette maison, loin de ces monstres. Mais alors que je faisais un pas en arrière, une autre émotion, plus forte que la peur, a pris le dessus. La colère. Une colère pure, brûlante. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. Il n'allait pas détruire mon amour, ma vie, sur la base de leurs préjugés et de leur snobisme. Je suis une enseignante. J'apprends aux enfants à faire face à l'injustice, à ne pas se laisser intimider. Comment pouvais-je me regarder dans le miroir si je fuyais comme une lâche ? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma robe, et j'ai relevé la tête. J'ai décidé de ne pas leur donner la satisfaction de me voir m'enfuir. J'allais les affronter. Je suis retournée dans la salle à manger. Le silence qui s'est abattu à mon entrée était assourdissant. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi, feignant la surprise. Thibaut a glissé son téléphone dans sa poche en vitesse. « Tout va bien, ma chérie ?» a demandé Geneviève avec une fausse sollicitude qui me donnait la nausée. Je me suis rassise, j'ai posé mes mains à plat sur la table pour qu'il ne voie pas qu'elle tremblait. J'ai planté mon regard dans le sien. « Non, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Rien ne va bien. Je pense que nous devons avoir une conversation honnête. Parce que je viens d'entendre tout ce que vous avez dit. » L'atmosphère a changé instantanément. Le vernis de civilité a volé en éclats, et j'ai vu pour la première fois les vrais visages qui se cachaient derrière les masques. Je n'avais aucune idée de la violence qui allait se déchaîner. Le sourire de Geneviève s'est figé. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, Élodie, mais tu dois te tromper. Nous parlions d'un film. » Arrêtez, l'ai-je coupé, ma voix montant d'un cran. Arrêtez de me prendre pour une idiote. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu m'appeler la croqueuse de diamants. J'ai entendu vos plans pour me faire divorcer d'Adrien, pour monter un dossier contre moi, pour me faire surveiller. Chloé a éclaté d'un rire aigu et méprisant. Oh, la petite sainte Nitouche a des oreilles qui traînent. Tu n'as donc aucune éducation ? Écoutez aux portes, c'est très vulgaire. Ce qui est vulgaire, ai-je rétorqué, c'est de comploter pour détruire le mariage de votre propre fils et frère. J'ai épousé Adrien parce que je l'aime. L'amour, ça vous dit quelque chose ? Thibaut a levé les yeux de son assiette, un rictus mauvais sur les lèvres. L'amour ? C'est touchant. Tu veux qu'on parle de ton amour pour son compte en banque ? Pour le nom de notre famille ? Tu es une enseignante de province. Tu n'avais rien. Tu as vu une opportunité et tu as sauté dessus. C'est aussi simple que ça. La colère me submergeait, mais je luttais pour rester calme, pour ne pas leur donner ce qu'ils voulaient, me voir perdre le contrôle. Je n'ai jamais demandé un centime à Adrien, ni à aucun d'entre vous. J'ai mon travail, j'ai ma fierté. J'ai sorti mon téléphone. Vous voulez voir ce qu'Adrien pense de votre erreur de jeunesse ? Regardez. J'ai ouvert nos messages, et j'ai commencé à lire le dernier qu'il m'avait envoyé. Mon amour, plus que 3 semaines. Je compte les heures avant de pouvoir te serrer dans mes bras. Tu es mon port d'attache, ma maison. Je t'aime plus que tout. Je n'ai pas eu le temps de finir.
Geneviève s'est levée d'un bond, a traversé la pièce et m'a arraché le téléphone des mains. Assez de comédie. Ces messages ne prouvent rien. Tu pourrais très bien te les envoyer toi-même. Rendez-moi mon téléphone, ai-je crié, en me levant à mon tour. C'est là que tout a basculé. La haine, contenue depuis des années, a finalement explosé. Thibaut a pris le téléphone des mains de sa mère. On va le garder, pour vérification, point. Il a commencé à faire défiler mes photos, mes messages privés avec mes amis, mes conversations avec ma mère. Et il a commencé à lire. À voix haute. En se moquant. Oh, regarde maman, une photo de son pavillon. C'est rustique. Tiens, elle dit à son amie qu'elle est fatiguée de la pression. La pauvre petite chose. Chloé riait à gorge déployée. C'était une violation, une humiliation publique et abjecte. J'ai essayé de lui reprendre mon téléphone, folle de rage et de honte. Arrêtez ça. C'est Geneviève qui m'a bloqué le passage. Son visage était déformé par la fureur. Toute son élégance avait disparu, remplacée par un masque de pure méchanceté. Tu oses élever la voix dans ma maison? Petite insolente. Et sa main est partie. Le son. Le choc. La douleur. La gifle a été si violente que ma tête a heurté la tenture murale derrière moi. Des étoiles ont dansé devant mes yeux. Ma joue me brûlait comme si elle était en feu. J'ai porté la main à mon visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. Personne, jamais, ne m'avait frappé. Alors que j'étais encore sous le choc, Chloé s'est approchée de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient d'une joie cruelle. Tu n'es rien, a-t-elle sifflé. Et elle m'a craché au visage. Le liquide chaud et dégoûtant a coulé sur ma joue, se mélangeant aux larmes que je ne pouvais plus retenir. Derrière elle, j'ai entendu le rire hystérique de Thibaut et le déclic de son téléphone qui enregistrait tout. Ça, c'est de l'or. Attends que les amis du club voient ça. Acculé contre le mur, humilié, seul, j'ai cru que c'était la fin. Je n'entendais que leur rire et le son de mon propre cœur qui se brisait. Et puis, j'ai entendu un autre son. Le son d'une poignée de porte qui s'abaisse. Mais ce n'était pas la délivrance que j'espérais. C'était le début d'un cauchemar encore plus terrible. La porte s'est ouverte. Et le monde s'est arrêté. Adrien était là. En uniforme de combat, le visage fatigué et poussiéreux d'un long voyage, son sac de paquetage encore sur l'épaule. Il n'a rien dit. Il est resté immobile dans l'encadrement de la porte, ses yeux passant de la main de sa mère encore levée, au visage méprisant de sa sœur, au téléphone de son frère pointé sur moi, et enfin, à mon visage, à ma joue rouge et aux larmes mêlées de salive qui la maculaient. Le silence dans la pièce était total, assourdissant. Le rire de Thibaut s'est éteint dans sa gorge. Chloé a fait un pas en arrière, comme si elle avait vu un fantôme. Le visage de Geneviève a perdu toute couleur. Seul le général s'est redressé, son entraînement militaire prenant le dessus sur le choc. Geneviève a été la première à retrouver sa voix, la transformant instantanément en un flot de panique mielleuse. Adrien. Mon chéri. Quelle surprise. Tu es rentré plus tôt. Elle s'est précipitée vers lui, les bras ouverts. Adrien a levé une main. Ne bouge pas. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle avait la dureté du granit. Le geste et les mots ont arrêté Geneviève net. Son sourire a vacillé. C'est à ce moment-là que le piège s'est refermé sur moi. Geneviève était une manipulatrice de génie. Voyant qu'elle ne pouvait pas nier l'évidence, elle a décidé de la tordre. Elle a éclaté en sanglots. Des larmes de crocodile, bruyantes, théâtrales. Elle s'est agrippée au bras de son fils. Adrien, Dieu merci tu es là. Je ne sais plus quoi faire. Élodie, elle a fait une sorte de crise. Elle est arrivée ici, elle a commencé à hurler, à nous accuser des choses les plus horribles. J'ai essayé de la calmer, de la raisonner, et elle est devenue hystérique. Elle m'a attaquée. Chloé a immédiatement renchéri. C'est vrai, Adrien, c'était terrifiant. On a eu peur pour maman. Elle a complètement perdu le contrôle. Le général a ajouté d'une voix grave, « Fils, ta femme est instable.
Nous sommes très inquiets. J'étais paralysée. Je les regardais, bouche bée, incapable de formuler un son. Ils retournaient la situation avec une audace, une perversité qui défiait l'imagination. Ils se servaient de mon état de choc, de mes larmes, comme d'une preuve de ma prétendue hystérie. Et le pire, le coup qui m'a achevé, est venu d'Adrien. Il ne m'a pas regardé. Il a continué à fixer sa mère, puis son père. Il a écouté leurs mensonges sans ciller. Je cherchais dans ses yeux une étincelle de certitude, la conviction qu'il connaissait sa femme, qu'il savait que j'étais incapable d'une telle chose. Je n'ai rien trouvé. Juste une confusion profonde, un conflit intense. L'homme qui m'avait juré son amour, qui m'avait demandé de lui faire confiance, était en train de douter. Il s'est enfin tourné vers moi, et son regard n'était pas celui d'un sauveur. C'était celui d'un juge. « Élodie » a-t-il dit, sa voix neutre, contrôlée. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Je n'ai pas pu répondre. Un sanglot a secoué tout mon corps. Mon silence, mes larmes, tout cela ne faisait que renforcer leur version des faits. Adrien a soupiré, passant une main lasse sur son visage. « Ok. Ça suffit. Maman, Chloé, allez au salon. Élodie, toi aussi. Je vais parler à tout le monde. Séparément. Je veux entendre les deux versions de l'histoire. » Il ne m'a pas cru. Au moment où j'avais le plus besoin de lui, au moment où mon monde venait d'être pulvérisé, il ne m'a pas cru. L'homme qui, 5 ans plus tôt, n'avait pas hésité à se salir les mains pour réparer ma voiture, semblait maintenant incapable de voir ce qui était brisé juste devant lui. Il ne voyait pas la victime et les agresseurs. Il voyait un conflit à régler, un problème à analyser. Il ne voyait plus sa femme. Il voyait une partie du problème. Et j'ai su, à cet instant précis, que j'avais perdu la première manche. Adrien m'a conduite au salon, un silence glacial entre nous. Il m'a fait asseoir sur un canapé qui semblait aussi rigide et inconfortable que la situation. Puis il est retourné dans la salle à manger pour parler à sa famille. J'étais seule, dans cette pièce immense et impersonnelle, le son de leurs murmures me parvenant à travers la porte fermée. Chaque seconde était une torture. Je me repassais la scène en boucle, le visage d'Adrien, son manque de réaction. Le doute est une chose terrible. C'est un poison lent qui s'infiltre dans les plus belles histoires d'amour et les ronge de l'intérieur. Au bout de ce qui m'a semblé une éternité, il est revenu. Il s'est assis en face de moi, pas à côté. Il y avait une distance entre nous, une distance qui n'avait jamais existé auparavant. Leur version est cohérente, a-t-il commencé, choisissant ses mots avec une prudence qui me glaçait le sang. Ils disent que tu étais très agité, que tu les as accusés de comploter contre toi, et que tout a dégénéré quand maman a essayé de te calmer. Et tu les crois, ai-je murmuré, ma voix brisée. Je ne sais pas quoi croire, Élodie. Je vois une femme que j'aime en larmes, et je vois ma mère, qui n'a jamais levé la main sur qui que ce soit de toute sa vie, en état de choc. J'essaie de comprendre. C'est là que je me suis souvenu. Un éclair d'espoir dans ce cauchemar. La caméra, Adrien, m'exclamai-je, me redressant d'un coup. La petite caméra que tu as installée sur la bibliothèque avant de partir. Elle a dû tout enregistrer. Allume-la, regarde la vidéo. Tu verras la vérité. Le visage d'Adrien s'est éclairé. Bien sûr. La caméra. Il avait installé ce petit gadget connecté pour qu'on puisse se sentir plus proche pendant ses missions, un œil discret sur notre foyer commun, même si ce foyer était le leur. C'était notre salut. La preuve irréfutable. Il a sorti son téléphone, son pouce glissant sur l'écran pour ouvrir l'application. Au même moment, dans la salle à manger, la panique a dû s'emparer de Thibaut. Il avait dû m'entendre crier. Alors qu'Adrien naviguait dans l'application, une dispute a éclaté de l'autre côté de la porte. La voix de Geneviève, stridente, « Comment peux-tu même envisager ça, Adrien ? Faire confiance à une machine plutôt qu'à ta propre mère ? C'est une insulte. » Le général a renchéri, « Cette obsession pour la technologie te perdra, mon fils. Une affaire de famille se règle en famille, pas avec des gadgets. » Le vacarme était une diversion parfaite. Pendant ces quelques secondes de chaos, Thibaut a agi. Il connaissait la maison,
il connaissait l'installation Internet. Il n'a eu qu'à se faufiler dans le bureau du général, débrancher discrètement le routeur pendant une poignée de secondes, coupant l'accès de la caméra au cloud. Puis, il a dû se connecter au compte familial et effacer la seule chose qui pouvait le condamner. Je regardais le visage d'Adrien, mon cœur battant à tout rompre. Son expression est passée de l'espoir à la confusion, puis à l'incompréhension. Il a rafraîchi l'application, encore et encore. Finalement, il a levé les yeux vers moi, et son regard était vide. « Il n'y a rien », a-t-il dit d'une voix sourde. L'enregistrement de la dernière heure, il est corrompu. Effacé. Il n'y a absolument rien. Un petit sourire de triomphe a dû se dessiner sur le visage de Geneviève de l'autre côté de la porte. Ils avaient gagné. Ils avaient détruit la seule preuve tangible. Maintenant, il ne restait que ma parole. Ma parole, celle de la petite institutrice hystérique, contre celle de toute la respectable famille de Courcy. Adrien m'a ramené à la maison dans un silence de mort. Chaque kilomètre creusait un peu plus le fossé entre nous. Je ne savais pas si ce silence était celui de la réflexion ou celui de la condamnation. Je savais juste une chose, en quittant cette maison, je n'avais pas seulement laissé derrière moi une joue meurtrie, mais aussi les débris de la confiance qui avait été le fondement de mon mariage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les jours qui ont suivi ont été les plus longs et les plus solitaires de ma vie. Adrien était physiquement présent, mais son esprit était ailleurs. Il était distant, perdu dans ses pensées. Il me parlait à peine, et chaque conversation était minée par une tension palpable. Il essayait d'être juste, mais sa neutralité était une torture. Pour moi, ne pas me croire, c'était déjà prendre leur parti. Je me sentais piégée, impuissante. J'ai donc décidé d'agir. Je ne pouvais pas laisser leurs mensonges devenir ma réalité. J'ai contacté Sophie, la femme d'un des sergents de l'unité d'Adrien. C'était une femme dynamique, très respectée et influente au sein de la communauté des familles de militaires. Elle avait toujours été gentille avec moi. Je l'ai appelée, en larmes, et je lui ai tout raconté, du complot que j'avais entendu à la gifle, en passant par la vidéo effacée. Sophie a été l'incarnation de la compassion. Oh mon Dieu, Élodie, c'est un cauchemar. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. La vérité finira par éclater. Raconte-moi tout dans les moindres détails, pour que je puisse présenter l'histoire correctement si quelqu'un me pose des questions. Sa sollicitude était un baume sur mes plaies. Dans ma détresse, je me suis accrochée à elle comme à une bouée de sauvetage. Je lui ai tout confié, mes peurs, mes doutes, ma souffrance. Je lui ai donné les munitions dont elle avait besoin pour me détruire. Pendant ce temps, le général de Courcy n'était pas resté inactif. Il a commencé à utiliser son réseau, son influence. Mon directeur d'école m'a de nouveau convoqué. Cette fois, il était encore plus gêné. Élodie, j'ai reçu un appel d'un contact au ministère, m'a-t-il dit. Rien de direct, bien sûr. Juste une suggestion amicale de s'assurer que tout le personnel est émotionnellement stable. Je sais que c'est absurde, mais mes supérieurs sont nerveux. S'il te plaît, sois prudente. La menace était claire. Mon emploi, mon sanctuaire, était en danger. C'est là que le coup de grâce est tombé. Un soir, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des messages d'amis, de connaissances. Tous pointaient vers un long message publié par Sophie sur le groupe Facebook privé des familles du régiment. Mon cœur s'est arrêté en lisant. C'était un chef-d'œuvre de trahison. Sophie expliquait, avec une fausse bienveillance, qu'elle avait enquêté sur le malheureux incident chez les de Courcy. Elle disait avoir parlé à toutes les parties et être arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'un terrible malentendu, exacerbé par le stress et la solitude d'Élodie. Elle utilisait les détails que je lui avais confiés pour les retourner contre moi, les présentant comme des preuves de mon instabilité émotionnelle. Elle concluait en appelant à la compassion pour la famille de Courcy, qui souffrait de voir leur belle-fille traverser une période si difficile. C'était un assassinat public.
Elle m'avait poignardé dans le dos avec le couteau que je lui avais moi-même donné. J'ai compris instantanément, le mari de Sophie était le principal rival d'Adrien pour une promotion importante. La famille de Courcy avait dû lui faire une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Ce soir-là, j'ai touché le fond. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit à Adrien, c'est fini. J'abandonne. Vendons la maison. Déménageons. Allons dans une autre ville, une autre région, là où personne ne nous connaît. Je ne peux plus me battre. Ils ont gagné. J'étais prête à tout laisser derrière moi, juste pour que la douleur s'arrête. Adrien est resté silencieux pendant un long moment, regardant le mur. Puis, il s'est tourné vers moi. La confusion avait disparu de ses yeux. À la place, il y avait une lueur froide et dure, une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Non, a-t-il dit, sa voix basse et tranchante. Ils n'ont pas gagné. Ils ont peut-être remporté une bataille. Mais toi et moi, Élodie, nous allons gagner cette guerre. À cet instant, j'ai su que le doute avait quitté son cœur. La bête avait été réveillée. La déclaration de guerre d'Adrien a tout changé. Nous n'étions plus deux individus brisés par le doute, mais une équipe. Une équipe en état de siège, mais une équipe quand même. Il m'a présenté ses excuses, des excuses sincères et profondes, pour avoir hésité, pour avoir laissé le poison de sa famille s'infiltrer entre nous. J'ai été aveugle, Élodie. J'ai voulu croire qu'il y avait une explication logique, mais il n'y en a pas. Il n'y a que de la méchanceté. Pardonne-moi. Je lui ai pardonné, car je savais que nous ne pouvions gagner qu'ensemble. Mais notre situation était désespérée. Nous n'avions aucune preuve. Ma réputation était en lambeaux. Le réseau du général semblait pouvoir nous atteindre n'importe où. C'est Adrien qui a eu l'idée. Une nuit, alors que nous n'arrivions pas à dormir, il s'est tourné vers moi. Mon ex, a-t-il dit. Manon. Ma famille l'a détesté aussi. Ils lui ont rendu la vie impossible. C'est en partie pour ça qu'on a rompu. Et si ce qu'ils t'ont fait n'était pas la première fois? Si c'était un mode opératoire? C'était notre dernière chance. Un pari fou. Retrouver une femme qui avait disparu de sa vie depuis plus de 6 ans. Adrien n'avait plus son numéro, et elle l'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux après leur rupture. Alors, j'ai commencé à chercher. C'est redevenu mon combat. J'ai passé 2 nuits entières devant mon ordinateur, une tasse de café froid à côté de moi, plongeant dans les méandres du passé numérique d'Adrien. J'ai épluché ces vieilles listes d'amis sur Facebook, datant de l'époque où ils étaient ensemble. J'ai cherché des photos où elle aurait pu être identifiée par un ami commun. J'ai trouvé 3 profils potentiels pour Manon. J'ai envoyé un message à chacune d'elles. Un message prudent, vague. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche à contacter une Manon qui a connu Adrien de Courcy il y a quelques années. Si c'est vous, j'aurais une question importante à vous poser. Pendant 24 heures, rien. Le silence. Mon espoir s'amenuisait. 2 des messages sont restés non lus. Le 3e a été lu, mais sans réponse. J'ai senti le découragement m'envahir. Je suis allée me coucher, persuadée que cette piste était une impasse. Mais quelque chose en moi, peut-être cette ténacité qu'on reproche aux instituteurs, m'a poussée à essayer une dernière fois. Au milieu de la nuit, j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un second message à la Manon qui avait lu le premier. Je comprends votre silence. Je sais que leur nom fait peur. Je ne vous demande pas de témoigner, ni de vous impliquer. Je vous demande juste 5 minutes de votre temps pour écouter mon histoire. Pour que vous sachiez que ce que vous avez vécu, vous n'étiez pas la seule. Je vous en prie. J'ai envoyé le message et j'ai éteint mon téléphone, le cœur lourd. J'avais fait tout ce que je pouvais. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone avec appréhension. Il y avait une notification. Un nouveau message. C'était elle. Il ne contenait qu'un seul mot. Oh. Nous avons retrouvé Manon dans un petit café anonyme à mi-chemin entre nos 2 villes. C'était une femme au regard fatigué, qui sursautait au moindre bruit. Les 6 dernières années ne l'avaient pas épargnée. La peur de la famille de Courcy était encore palpable en elle. Adrien a commencé.
Il lui a présenté des excuses sincères, reconnaissant qu'il avait été jeune, naïf, et qu'il n'avait pas su la protéger de sa famille à l'époque. Son humilité a semblé la désarmer un peu. Puis, ce fut mon tour. Mais je n'ai pas seulement raconté ma propre histoire. J'ai regardé Manon dans les yeux, et j'ai utilisé cette intuition que mon métier m'a donnée. Ils ont commencé par des petites choses, n'est-ce pas, ai-je dit doucement. Des critiques sur vos vêtements, des questions sur votre famille. Puis ils vous ont fait sentir que vous n'étiez jamais assez bien. Ils vous ont isolé de vos amis, ils ont murmuré des choses dans le dos d'Adrien. Et à la fin, vous en êtes arrivé à douter de vous-même, à vous demander si le problème ne venait pas de vous. J'ai vu des larmes monter dans ses yeux. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur la torture psychologique qu'elle avait endurée en silence. Ce n'était plus mon histoire. C'était la nôtre. Ils m'ont détruite, Élodie, a-t-elle finalement murmuré. J'ai mis des années à me reconstruire. Aidez-moi à les empêcher de faire ça à quelqu'un d'autre, ai-je répondu. Ce jour-là, elle a pris sa décision. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas aller au tribunal, mais qu'elle avait quelque chose pour nous. Quelque chose qu'elle avait gardé toutes ces années, comme une preuve de sa propre santé mentale, une preuve que ce n'était pas elle la folle. De retour chez elle, elle nous a transféré une série de mails. C'était une conversation entre elle et Geneviève, datant de la fin de sa relation avec Adrien. Les mots de ma belle-mère étaient d'une cruauté glaciale. Elle y menaçait Manon, l'insultait, la traitait de « profiteuse » et de « fille sans éducation », et lui ordonnait de disparaître de la vie de son fils, avant qu'il ne soit trop tard. C'était la preuve écrite, irréfutable, de leur mode opératoire. C'était notre arme. Nous avons organisé une dernière réunion. Dans le bureau de notre avocat, face à l'avocat de la famille de Courcy. Geneviève et le général étaient présents, sur deux, arrogants. Ils étaient venus pour négocier les termes de notre séparation, pensant nous offrir une somme d'argent pour acheter mon silence. Notre avocat a commencé les hostilités. Mes clients rejettent toute proposition. Ils ont l'intention de porter plainte pour agression, diffamation, harcèlement et calomnie. L'avocat adverse a ri. Bonne chance avec ça. Ce sera leur parole contre celle d'une famille respectée. Vous n'avez aucune preuve. C'est là que vous vous trompez, a dit calmement notre avocat. La porte du bureau s'est ouverte, et Manon est entrée, accompagnée de son propre conseil. Elle s'est assise à la table, a sorti son téléphone, et l'a fait glisser vers l'avocat des de Courcy. Lisez ça, a-t-elle simplement dit. J'ai observé le visage de Geneviève pendant que son avocat lisait les emails à voix basse. J'ai vu son teint passer du rose suffisant au blanc cireux. J'ai vu ses mains commencer à trembler. J'ai vu le masque de la grande dame de la société se fissurer, puis se briser en 1000 morceaux, révélant le monstre manipulateur en dessous. Le général, pour la première fois de sa vie, semblait sans voix, son assurance militaire s'évaporant face à la preuve de la méchanceté de sa femme. Quand le silence est tombé dans la pièce, il était plus lourd et plus assourdissant que n'importe quel cri. C'était le son d'un empire de mensonges et d'arrogance qui s'effondrait sur lui-même. La guerre était terminée. Face à la menace d'un procès public qui aurait révélé non seulement l'agression contre moi, mais aussi des années de harcèlement contre Manon, la famille de Courcy s'est effondrée. Ils ont accepté toutes nos conditions. Une compensation financière substantielle, que nous avons immédiatement reversée à des associations d'aide aux familles de militaires et aux femmes victimes de violences psychologiques. Des excuses publiques écrites. Et surtout, une ordonnance restrictive leur interdisant de nous approcher ou de nous contacter, de quelque manière que ce soit. Leur réputation, si chère à leurs yeux, a été irrémédiablement entachée au sein de leur cercle social. Ils n'avaient pas seulement perdu une bataille juridique, ils avaient perdu leur statut. 6 mois ont passé. 6 mois de paix, de reconstruction. Adrien et moi avons quitté la région. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin, loin de l'agitation et des fantômes du passé. J'ai retrouvé un poste dans une nouvelle école, où personne ne connaissait mon histoire. Adrien, soutenu par son commandement, a obtenu sa promotion sur la base de son mérite, et non du nom de sa famille. Notre couple, éprouvé par le feu, est devenu indestructible. Un soir,
Alors que nous regardions le soleil se coucher depuis notre petite terrasse, j'ai posé ma main sur mon ventre. J'ai quelque chose à te dire, ai-je murmuré à Adrien. Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu l'amour inconditionnel dans ses yeux. Nous allons avoir un bébé. Sa joie a été la plus belle des récompenses, le point final de notre cauchemar et le premier mot de notre nouveau chapitre. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un petit colis. À l'intérieur, un minuscule pull en laine tricoté à la main, et une carte. C'était de Manon. Elle me racontait qu'elle avait changé de vie, qu'elle avait retrouvé confiance en elle. Merci de m'avoir aidé à retrouver ma voie, écrivait-elle. J'espère que ton enfant grandira dans un monde où personne n'essaiera jamais de lui voler la sienne. En tenant ce petit pull dans mes mains, j'ai compris la plus grande leçon de cette épreuve. La famille, la vraie, ce ne sont pas toujours les liens du sang. Ce sont les liens du cœur. Ce sont les gens qui se battent à vos côtés dans la tempête, qui vous aident à vous relever quand vous êtes à terre, et qui vous rappellent qui vous êtes quand vous avez failli l'oublier. Mon histoire a été douloureuse, mais elle m'a rendue plus forte. Elle m'a appris à poser des limites, à me battre pour ce qui est juste, et à ne jamais laisser personne définir ma valeur. Et vous, avez-vous déjà dû faire face à des membres de votre famille qui vous ont traité injustement ? Avez-vous déjà dû vous battre pour faire entendre votre vérité ? Partagez vos histoires, vos sentiments dans les commentaires. Je les lirai tous. Si mon histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et abonnez-vous pour plus de récits de vie. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, jamais, que vous méritez le respect, la dignité et l'amour dans chaque relation de votre vie.